des perspectives de travail que je vais présenter à partir, bien sûr, de consultation de nombreux travaux, de recherches, qui pour moi ont commencé, ainsi qu'avec mon collègue, en 2009, mais qui ne sont évidemment pas si récentes, puisque depuis environ 15-20 ans, il y a des travaux d'environnementalistes sur les effets du flottage du bois. Par exemple, pour la France, on peut citer un article qui date de 1999, qui a été écrit par Jean-Paul Bravard sur les effets du flottage du bois dans les rivières françaises. Un travail qui déjà avait été fait à partir de bibliographies existantes et qui pointait certains effets d'aménagement des cours d'eau qui étaient mis en œuvre pour le flottage. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Les questions sont essentiellement posées dans le cadre de cours d'eau qui ont été flottés à une époque récente. Et on peut penser bien sûr à ceux des pays nordiques et scandinaves comme la Suède, la Norvège, la Finlande et puis bien sûr le Canada, où les problèmes se posent évidemment d'une toute autre façon que dans le cadre de l'ancien monde tempéré ou méditerranéen, où le flottage évidemment est beaucoup plus ancien. Donc je commencerai par les connaissances actuelles sur le flottage du bois, en passant assez rapidement sur ces questions et pour montrer en fait comment se présente la question et comment se présente à partir de là la question dans une perspective d'histoire environnementale. Et ensuite, je passerai justement à des questions de méthode en présentant le matériel de travail qui peut être exploitable, la façon dont on peut le traiter éventuellement à partir de ma première expérience, mais ce n'est pas, je le dis très humblement, ça n'est pas la seule façon de travailler. Et il y a peut-être aussi des choses auxquelles je n'aurais pas pensé avec mon collègue. Et puis, on envisagera des pistes d'investigation à partir notamment de notre première expérience de travail sur la question dans le Morvan, dans le haut bassin de l'Yonne. Pour faire un état de la connaissance et des recherches sur le flottage, j'ai choisi de le présenter avec 7 mots-clés. D'abord, j'en avais trouvé quelques-uns, et puis finalement, je me suis arrêté à 7 pour ne pas faire une liste à la Prévert, que je vais évidemment développer dans les diapos suivantes, et en suivant cet ordre. Les illustrations présentes ici, quelques effets spectaculaires, au moins visuellement, de ce qu'a pu être le flottage du bois dans la vallée de l'Yonne, justement. Ici, vous avez des images photographiques de la fin du XIXe siècle et qui vous montrent la nappe de bois, petit calibre, des bûches qui servaient essentiellement de combustible, qui étaient véhiculées à Paris et qui recouvre totalement la surface de la rivière pendant évidemment plusieurs semaines dans l'année, pendant évidemment de nombreuses décennies, voire siècles. Donc vous imaginez sans peine, même sans être des écolos purs et durs, que la vie des poissons était un petit peu compliquée là-dessous pendant quelques périodes de l'année. Pour commencer par la question de l'ancienneté du problème du flottage, c'est assez clair que c'est un moyen de véhicule et de transport, la rivière, qui a été exploitée très tôt. On a des bas-reliefs de l'époque assyrienne, donc, qui en Mésopotamie nous montrent des opérations de transport de bois brut par flottage, donc sur des radeaux ou sur des embarcations. Donc c'est certain que depuis très longtemps, cette opération de transport qu'on appelle le flottage a été faite. Reste à savoir, bien sûr, et on en reparlera plus tard, dans quelle mesure les volumes et la façon de procéder pour faire flotter les bûches pouvaient occasionner des impacts, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des conséquences sur le fonctionnement de nos réseaux hydrographiques. Ubiquité. Partout, le flottage a existé, et non pas seulement dans des rivières qui sont connues aujourd'hui pour avoir été flottées il y a quelques siècles seulement ou quelques décennies, même là où on ne soupçonnerait pas, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il ne reste pas beaucoup de massifs forestiers, notamment dans l'Europe méditerranéenne, mais c'est précisément parce qu'on a tellement exploité la forêt au cours des siècles et des millénaires, et on a tellement bien exploité en utilisant même des cours d'eau qui semblent être à sec une partie de l'année, pour faire flotter le bois, que justement il n'y a plus beaucoup de forêts dans le bassin méditerranéen.
Donc on trouve à travers la littérature historique surtout, qui a été consacrée par exemple à des cours d'eau espagnols, que tout le bassin de l'Èbre était un vrai trait d'union entre ces forêts bien arrosées, notamment les hêtraies de la chaîne cantabrique et du versant espagnol des Pyrénées, et la Méditerranée. Donc flottage aussi à partir du Tage, en amont de Tolède et Aranjuez, en direction bien sûr de la côte atlantique, et sans doute un commerce qui alimentait même les flottes portugaises. Donc beaucoup de zones qui étaient en fait concernées par la question et sur des distances très importantes. Ensuite, il y a aussi des phénomènes de polarisation qui font que certains cours d'eau assez tôt ont été occupés par cette activité, et sans doute avec des pressions sur le milieu qui ont été plus accentuées qu'à d'autres endroits. À partir des travaux qui ont été faits sur Venise par Braunstein, par exemple, il est clair que tous les cours d'eau qui descendaient du Cadore, enfin les Dolomites par exemple, étaient très fortement mis à contribution. Évidemment, non seulement parce que Venise est construite en grande partie sur une forêt de pieux de bois, mais aussi parce que la marine vénitienne, les industries vénitiennes réclamaient sans arrêt du matériel et du combustible. Donc il y avait une pression de prélèvement très importante et des aménagements, et on reviendra après sur la question des techniques, et il y a des mises au point techniques qui sont faites et qui sont évidemment, à mon avis, en lien géographique avec l'intensité de la pression. Quand on a besoin de beaucoup de matériaux, on devient plus ingénieux pour se le procurer, et du coup, on met en place les moyens pour parvenir à ces fins. Ces polarisations, ce qui m'a donné un peu l'idée de ce thème, c'est aussi les travaux assez anciens et peut-être déjà un peu critiquables, mais enfin dans lequel il y a beaucoup de choses intéressantes, de Lombard, qui a travaillé sur le bois dans la Méditerranée musulmane, et qui montre évidemment que ce monde musulman médiéval qui manquait cruellement de bois dans son propre périmètre, disons, allait le chercher ailleurs, et notamment par l'intermédiaire des Vénitiens qui faisaient de la contrebande, puisque c'était un commerce interdit par la papauté, et puis qui allaient aussi le chercher déjà sur la côte sud de l'Anatolie, dans les montagnes du Taurus, où à l'époque il y avait encore de belles cédraies qui n'existaient déjà plus au Liban, d'après ce que dit Lombard. Donc un commerce aussi lointain qui faisait qu'on flottait sur des rivières pour arriver à des ports d'embarquement. Ensuite, le bois était mis sur des bateaux et allait par exemple jusque dans le delta, alimenter Alexandrie ou le Caire. Ensuite, durée, évidemment, aussi parce que l'industrie du flottage, j'emploie d'ailleurs ce terme d'industrie parce que je n'en ai pas trouvé d'autres, ça me paraît une industrie, mais peut-être que je me trompe dans le vocabulaire, elle a été très durable dans certains bassins. C'est certain, et on le verra avec le cas de Lyon, que des opérations d'acheminement de matériaux, même s'il y a des gros prélèvements à un endroit, quand ça ne dure pas dans le temps, en fait, ça n'a pas d'effet sur l'environnement, ça ne va pas entraîner des trajectoires écologiques, ça ne va pas produire d'effets qui vont en fait orienter la dynamique des paysages. Par contre, lorsque la pression commence à durer plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, petit à petit, on obtient un résultat qui conduit parfois à ce que l'environnement ne retourne pas à un état initial, même quand la pression a disparu. Et ça encore, je reviendrai dessus avec l'exemple du Morvan. Donc, par exemple, dans Lyon, le flottage commence dans les conditions, bien sûr, dans lesquelles on le verra tout à l'heure, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle et va jusqu'au début du XXe, alors que, par exemple, dans des régions nordiques, il est beaucoup plus court en laps de temps, puisque c'est en gros de la mi-19e à la fin des années 1980, c'est-à-dire à peine 150 ans. Donc, des durées variables, mais qui peuvent évidemment avoir eu des effets très lointains. Ensuite, il y a la question des volumes. Les volumes sont parfois considérables, même si on doit accorder évidemment peut-être moins de fois à des chiffres anciens qui sont reconstitués par des recensements, peut-être pas forcément totalement dépouillés. Et là encore, je pense à ce pic de consommation de bois provenant de la haute vallée de Lyon dans Paris à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une montée en puissance de la consommation? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà
plus de volume avant et que c'est simplement parce qu'on n'a pas dépouillé toutes les sources, mais on atteint des volumes qui sont considérables, puisque là, on a plus de 1 million de stères qui arrivent dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, chaque année à Paris. Donc, évidemment, beaucoup de bois qui flotte sur la rivière, qui a des effets aussi bien chimiques, on pourrait dire, par la dispersion des tanins dans l'eau, que physiques ou biophysiques avec les écorces, et puis des effets qui sont liés simplement aux conditions techniques dans lesquelles on fait transiter le bois. Alors ces conditions techniques, justement, si on les dépouille un tout petit peu maintenant, en fait, on va pouvoir ranger le flottage du bois dans 3 grandes catégories de transport. Du transport qu'on va appeler à bûche perdue, c'est-à-dire que le matériel est jeté en vrac dans la rivière dans un premier temps, et ça va concerner surtout les tronçons amont des cours d'eau. Là, je prends déjà le bassin de l'Yonne qui va comme ça permettre de présenter un peu les choses sur lesquelles on travaille par la suite. Donc, parce que c'est les zones de coupe, on va donc jeter le bois à la rivière. Ensuite, il y a un flottage qui va se faire évidemment sur le cours d'eau lui-même, et qui va concerner les zones intermédiaires des bassins. Et puis, dans les segments du cours d'eau où on peut naviguer, en fait, à ce moment-là, on assemble le bois en train ou en radeau, et c'est ainsi qu'il va finir son trajet. Dans le cas de Lyon, évidemment, c'était Paris, au centre, près du Palais du Louvre actuellement, que étaient déchargés la majorité des troncs de bois. En fait, c'est pas très différent, même quand on a des grosses pièces de bois ou des troncs entiers, des fûts, c'est à peu près la même chose. On va les assembler, évidemment, uniquement dans les tronçons de rivière qui sont flottables. Donc, c'est pas très compliqué d'imaginer tout de suite que les principaux problèmes relatifs au flottage du bois, du point de vue environnemental, vont surtout concerner les bassins amont, parce que c'est là que le bois va finalement avoir une dynamique qui pourrait presque être, en fait, le rendre comparable à des alluvions. Il est transporté en vrac par la rivière, il va s'échouer, il va avoir un effet aussi de martelage du fond quand le fond n'est pas très profond sous la surface. Et puis, il n'y a pas vraiment d'organisation. À partir du moment où on passe à un flottage en train ou en radeau, on peut dire qu'on sort de la zone d'impact. Les tronçons aval vont subir les effets des impacts amont, évidemment, on en reparlera, mais le flottage est évidemment beaucoup plus inoffensif parce qu'après tout, les radeliers s'arrangeaient pour que leurs radeaux n'aillent pas trop taper dans les berges, sinon ils s'échouaient et il y avait pas mal d'ennuis personnels avec les radeaux qui se renversaient. Alors les techniques, et évidemment, elles vont être dépendantes de la façon dont on va faire transiter le matériel et surtout la nature du matériel. Et les principales techniques qui ont été mises en œuvre, en fait, ce sont des ouvrages hydrauliques qui permettaient d'obtenir des lâchers d'eau temporaires en augmentant brutalement le débit naturel de la rivière pendant les saisons où était pratiqué le flottage, de façon en fait à créer des chasses d'eau qui permettaient ainsi de faire partir une grande partie du volume plus rapidement, en plus grand volume et plus loin vers l'aval. Donc, on a c'est ce que j'ai relevé dans la littérature, un ensemble de techniques qui sont toujours apparentées, qui portent différents noms selon les régions où elles ont été mises en œuvre et selon les époques. Il semblerait que dès l'Antiquité romaine, dans le bassin du Tibre, on ait eu des fameuses piscinae, qui semblent être des sortes de petits barrages qui étaient ouverts à certains moments pour donner un peu plus d'allant au débit du Tibre dans la Haute-Vallée, et ainsi de ses affluents, comme la Nera. On a des étangs qui commencent à être construits à la fin du Moyen-Âge. Bon, ça s'appelle presas en espagnol, klausen ou klavse en allemand ou en slave. C'est-à-dire c'est toujours l'idée de fermer et puis d'ouvrir. Et puis dans l'Ouest américain, beaucoup plus récemment, puisque ça correspond en fait à la ruée vers l'or et vers la Californie, ce que les pionniers appelaient splash dams. Donc c'est presque une onomatopée, c'est-à-dire une chasse d'eau ou un barrage qui va faire une chasse d'eau, et dont vous voyez d'ailleurs une photo ici, dans un de ces cours d'eau de l'Oregon ou de la Californie. Donc vous voyez aussi la densité d'occupation, et ça c'est une approche qui a été faite par des Américains qui travaillaient sur les effets
induits par le flottage sur les populations de saumon et qui, en fait, ont essayé de voir s'il y avait des relations spatiales entre la population de saumon et puis le flottage. Évidemment, il y a beaucoup de relations négatives dans le sens où partout où il y a eu beaucoup de ces splashdams, il n'y a plus beaucoup de ces poissons dans les cours d'eau. Alors les pressions, c'est l'autre question qu'on peut aborder, qui est peut-être la plus difficile dès qu'on va quitter les questions géomorphologiques, parce que en fait, il y a évidemment énormément de conditions dans lesquelles une pression de prélèvement ou une pression industrielle peut s'exercer dans l'environnement. Et c'est ce qu'indiquent ces diagrammes un petit peu théoriques que j'ai sortis d'un ouvrage écologique. La pression peut être extrêmement localisée et peu durable dans le temps, mais elle peut aussi s'étendre. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle peut avoir des effets très différents. Alors pour arriver, puis pour avancer surtout, à la position du problème dans une perspective d'histoire environnementale, on peut dire qu'il y a trois grandes sphères dans lesquelles on pourrait ranger la question. Une sphère technique qui va s'intéresser en fait à l'aménagement, au mode de fonctionnement, au mode de mise en œuvre du flottage, et puis bien sûr à ce qui va être directement lié, les durées et les fréquences de perturbation. On a une autre sphère qui, évidemment, en tant que géographe, va être beaucoup moins celle que je tendance à travailler, qui est celle plutôt de l'historien de l'économie, hein, organisation économique, les réseaux, les volumes, la quantification, en fait, du problème environnemental que cela suppose, et les aires d'approvisionnement. Et puis, c'est plus, évidemment, dans le champ de compétences que nous avons avec mon collègue, la question des perturbations, des héritages, en fait, du flottage sur les milieux physique ou biophysique, c'est-à-dire ce que ça a laissé comme modelé ou comme effet physique. Voilà, donc la grande question qui sort de tout cela, c'est de savoir si on peut identifier ou évaluer les effets du flottage dans les périodes anciennes et ne pas seulement se contenter de ce flottage récent, industriel, qui a été fait dans les pays nordiques et pour lequel il y a déjà des opérations de restauration des cours d'eau. Mais dans beaucoup de cas, on n'a pas eu de restauration des cours d'eau. C'est la nature qui s'est chargée toute seule de reprendre ses droits, mais parfois elle ne cache pas totalement les effets. Alors le matériel exploitable, je vais aller assez vite là-dessus pour montrer les premiers résultats sur le Morvan, parce que ce sera peut-être plus intéressant. Il y a bien sûr des archives qui vont nous informer sur toutes ces questions d'aménagement, d'économie, mais aussi de conflits qui peuvent être liés à cette activité. Les archives vont nous donner comme information, bien sûr, la technique, la façon dont les éléments de gestion des réseaux hydrographiques vont être disposés dans l'espace. Donc là, vous avez par exemple des cartes du XVIIIe siècle qui montrent les positions des étangs dans le bassin de l'Yonne. Et puis des documents textuels, évidemment, qui vont nous renseigner sur la façon dont les opérations de flottage se passaient. Ensuite, il y a bien sûr les approches archéologiques qui consistent à aller voir sur le terrain et à faire des relevés de tout ce qu'on peut encore aujourd'hui trouver de vestiges de flottage. Donc, dans le cas du Morvan, les travaux pionniers avaient été faits par l'équipe de Paul Benoît de Paris 1, puisque c'est en fait là qu'il a commencé vraiment à travailler sur cette question en faisant des relevés de petits barrages, de rescindements de méandres, etc., toutes sortes de traces en fait qui sont encore visibles aujourd'hui. Donc là, vous en avez une, je commente rapidement. C'est pas très facile à voir sur la photo, mais vous avez en fait une ancienne berge en rocher qui en fait sépare l'ancien chenal d'écoulement dans lequel passaient les bûches flottées. Et puis là, le début de la plaine d'inondation. Et vous voyez, il y a une pente ici qui n'est pas neutre. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo avec mon appareil de travers. C'est tout simplement les effets de ces chasses d'eau qui faisaient sortir des sédiments du lit et qui construisaient petit à petit un lit en toit qui s'élevait petit à petit au-dessus de sa plaine alluviale. Donc on en reparlera après. Et puis dans le matériel exploitable, il y avait surtout tout ce que la géomorphologie et les autres géosciences peuvent nous apporter, c'est-à-dire aussi bien des calculs hydrauliques que l'on peut reconstituer une fois que l'on connaît, grâce aux archives par exemple, les dimensions des ouvrages qui étaient construits en travers des cours d'eau et qui permettent de faire une petite extrapolation des puissances des lâchers, et puis bien sûr les conséquences en matière de géomorphologie qui permettent de calculer les forces tractrices, etc. Donc le mode opératoire est un peu difficile parce que il y a peu d'archives sur les périodes très anciennes, évidemment sur l'Antiquité, peu d'archives.
semble-t-il, pas beaucoup de choses aussi sur le Moyen-Âge. Par contre, beaucoup de choses à partir de l'époque moderne, puisque là, on a des traités, il y a plus de documents. Ce qui fait que je propose, enfin en tout cas c'est une piste dans laquelle on peut aller ou qu'on peut commencer sur laquelle on peut discuter, c'est de travailler sur la période moderne, 16e, 17e, 18e siècle, un peu comme s'il s'agissait d'un laboratoire, parce qu'on n'a pas encore des techniques industrielles au bulldozer ou à la dynamite qui commencent évidemment à se mettre en place au 19e siècle, donc les effets de l'aménagement sont encore de main d'homme, et ça peut permettre peut-être de modéliser un peu des façons de procéder qui auront eu cours dans d'autres périodes ou d'autres civilisations, mais avec finalement un assemblage technique qui pourrait ne pas être très différent. Alors, rapidement, le cas de Lyon, à titre d'illustration, et pour montrer en fait qu'a été le point de départ de cette présentation et de ces propositions. Le bassin de Lyon, à la fin du XVIe siècle, est finalement identifié par les Parisiens comme la seule zone d'approvisionnement où ils peuvent extraire de très gros volumes de bois qui servira essentiellement de combustible à Paris, puisque presque toutes les autres grandes forêts du bassin parisien sont soit grevées d'autres usages, soit trop lointaines, si on pense par exemple aux têtes de bassin de la Seine ou de la Marne, mais surtout qu'il y a des grosses villes, comme Troyes par exemple, qui s'interposent et qui elle-même a sa propre consommation. Donc finalement, Lyon, c'est un peu la rivière qui va permettre d'aller directement vers des grands massifs forestiers. Ces massifs forestiers produisent du bois et on commence à les exploiter et surtout à mettre en place, à partir du XVIIIe siècle, des étangs qui vont permettre de faire ces lâchers d'eau à partir de tous les ruisseaux qui n'ont pas des débits suffisants parce que le Morvan étant granitique, il n'a pas de nappe de versants ou de vallées qui vont soutenir les débits comme par exemple dans des régions calcaires. Donc très rapidement après la pluie, même en plein hiver, on retrouve des niveaux d'eau qui vont être des étiages, hein, des basses eaux, donc les bûches ne flottent pas et il faut faire des lâchers d'eau. Ensuite, il faut aussi œuvrer pour que le bois aille assez bien vers l'aval et qu'il ne se disperse pas dans des bras morts ou dans des zones de méandrage. Donc les lits sont rescindés et vous avez là un bon exemple qui n'est pas entretenu aujourd'hui mais qui est un effet de l'aménagement. Lyon, aujourd'hui, dans sa haute vallée, est incapable de détruire les ouvrages qui ont été mis en place par le flottage il y a un siècle ou deux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont l'eau s'écoule, la façon dont les habitats aquatiques sont finalement structurés est complètement dépendante de la façon dont Lyon a été aménagé pour le flottage. Alors à partir des documents, on peut essayer de reconstituer les perturbations de l'écoulement naturel et une étudiante avait travaillé sur la question il y a plusieurs années et avait justement pu utiliser les archives et montrer que le débit de ces crues artificielles qui sortaient en fait de ces étangs pouvait produire des écoulements de l'ordre de 5,5 mètres cubes par seconde. En moyenne, c'est 2,5. Ça vous fait quand même une super chasse d'eau dans des petits ruisseaux minuscules où, habituellement, il s'écoule simplement dans les bonnes eaux abondantes de l'hiver quelques centaines de litres par seconde. Et en fait, ça correspond, du point de vue d'une comparaison avec des écoulements naturels, ça correspond, ces lâchers d'eau, à des crues qui se produisent quelques fois par siècle en probabilité, c'est-à-dire vraiment l'événement exceptionnel avec de très fortes précipitations pendant plusieurs jours. Donc, en fait, pendant la période de flottage, les lâchers d'eau pouvaient créer ces crues artificielles 2 à 3 fois par semaine, alors qu'à l'état naturel, c'est, on va dire, 3 à 4 fois par siècle. Donc, on passe dans un tout autre registre de fonctionnement de la rivière et les puissances spécifiques qui sont développées, 250 à 400 watts par mètre cube, c'est une façon d'évaluer le travail qu'un écoulement peut faire sur le fond du lit de la rivière, peuvent mettre en mouvement des particules qui sont des beaux galets de 15 à 20, voire 30 cm de diamètre. Donc, rien à voir avec ce que ces petits cours d'eau ne véhiculaient qu'auparavant, c'est-à-dire des sables, hein, uniquement des petites particules. Il en résulte un creusement vertical qu'on est aujourd'hui de plus en plus tenté d'attribuer à la seule période du flottage, parce qu'on a une plaine
anciennement hydromorphe, qui devait être simplement ce vallon dans lequel le cours d'eau circulait de façon pas concentrée d'ailleurs, très probablement autrefois. Donc le modèle de fonctionnement, c'est l'étang barre un fond d'alvéole granitique ou un fond de tête de bassin, et à son aval, les lâchers vont produire des effets de transformation en fait, de l'environnement du fond de vallon. Ces transformations sont assez impressionnantes si on les apprécie sur le plan du déstockage sédimentaire, puisque dans certains cas, c'est ce que j'avais fait avec un autre étudiant il y a quelques années, le volume qui a été extrait, on peut le cuber puisqu'il suffit de faire en fait tout simplement une topographie de ces creusements. Dans certains cas, ça représente presque 50% du volume sédimentaire qui était présent dans le vallon. Or, ce volume sédimentaire, il est là depuis très longtemps, il est là sans doute depuis 15-18 000 ans, c'est-à-dire depuis le moment où se met en place à peu près le climat actuel après la dernière glaciation, puisque dans les parties amont de ces remplissages, c'est-à-dire à l'amont des étangs, des travaux de palynologues et d'anthracologues ont montré qu'en fait, il n'y a pas du tout de rupture de continuité de la sédimentation depuis les Éduins. Donc, depuis au moins 2000 ans, 2500 ans, ces milieux-là n'avaient pas beaucoup bougé et en tout cas étaient restés des zones d'accrétion où petit à petit, les matériaux venant des versants s'accumulaient dans le fond du vallon. Et là, en quelques décennies ou au maximum 2 siècles, on a finalement une expulsion brutale d'un stock sédimentaire. Ce stock sédimentaire va bien sûr arriver à l'aval, puisque au moment où la rivière commence à atteindre des zones où la pente longitudinale est plus faible, elle va stocker ce qu'elle ne peut plus transporter, et c'est là que justement ces crues artificielles qui étaient très importantes à l'amont deviennent relativement aux écoulements naturels normaux, si j'ose dire, à l'aval, elles passent dans la gamme des débits normaux, parce qu'on rentre dans des zones de bassin où il y a une compensation, disons, par la taille du bassin. Donc à ce moment-là, stockage, ce qui induit, ce que je montrais tout à l'heure, en fait, la formation d'une zone de dépôt autour du lit qui était canalisé et qui peu à peu fait que la plaine alluviale va s'exhausser, monter sur elle-même. Et donc en faisant des petits sondages et des coupes à des endroits où on pouvait en faire assez facilement, on se rend compte qu'il y a des épaisseurs sédimentaires qui sont tout à fait importantes et qui semblent très fraîches, et dans lesquelles on trouve un marqueur qui est quand même assez troublant, c'est qu'il y a beaucoup de fragments d'écorce, d'ailleurs surtout à la base de ces remplissages sédimentaires, et on a pu dater quelques-unes de ces écorces, et on tombe sur des dates qui sont fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Donc on a de toute façon la certitude que là, on a en fait une épaisseur sédimentaire qui s'est accumulée en 2 siècles et demi, 3 siècles, pas plus, et qui est de l'ordre de 2 à 3 mètres dans le fond de cette vallée de l'Yonne. Donc, vous voyez des effets très importants qui pourraient très bien s'être produits à d'autres époques ou à d'autres endroits où le flottage a été mis en œuvre, puisque ces techniques-là peuvent avoir été mises en œuvre, peut-être dès l'époque romaine, mais en tout cas au Moyen-Âge, puisque le petit barrage qui sert à faire une éclusée, ça n'est pas une invention de l'époque industrielle. Voilà. Donc pour résumer, finalement, un petit peu aussi une géographie des conséquences environnementales, c'est qu'on a les têtes de bassin dans lesquelles vous avez des étangs, à l'aval desquels il y a le déstockage sédimentaire, et des zones où la vallée s'élargit, où la pente est moins forte, et là, on va avoir des zones de stockage qui sont ici, dans lesquelles on a encore du travail à faire sur le rythme auquel ça se fait. Moi, je soupçonne fortement, mais pour l'instant, on ne peut pas le prouver, je soupçonne fortement qu'en fait, le déstockage se fait simplement en quelques décennies et que ensuite la rivière va s'ajuster, en fait. Les têtes de bassin réagissent très rapidement, puisque finalement, les chasses d'eau ont une telle puissance que c'est qu'une fois qu'elles ont atteint le roc en place, elles ne font plus aucun effet. Voilà, donc ça, pour terminer, c'est vraiment le modèle théorique en ligne de continu, modèle théorique de la pente naturelle de la rivière qui est transformée par le flottage en une pente beaucoup plus accentuée à l'amont par l'incision et puis une pente un peu plus faible à l'aval, là où il y a la zone de stockage sédimentaire. Évidemment, je n'ai pas commencé à détailler les questions
d'écologie aquatique, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et ce n'est pas mon domaine, mais dans le cas de Lyon, par exemple, à partir du fin 18e, début 19e, petit à petit, toutes les populations de poissons de type truite, saumon disparaissent progressivement et totalement de certaines branches, simplement parce que les lâchers d'eau sont tels qu'il n'y a plus aucune vie possible pour ces animaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et pardon pour les quelques minutes de dépassement.